Saison 2 de Monologue. On continue d'écouter ce qui se passe dans nos têtes et cette fois, on part à la rencontre de personnes qui font bouger les lignes et qui font bouger le monde. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Oh waouh. En fait, c'est une séance de psy cet épisode. Je vais pouvoir annuler ma séance de psy de vendredi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Victoria Guillaumont. Oh, elle est toujours là. Elle est très très bavarde cette petite voix. Elle me lâche rarement la grappe. J'apprends à l'apprivoiser et j'apprends à déceler ce qu'elle a à me dire. Voilà, donc je prends le bon qui a attiré de ses envies farfelues parce qu'elle a toujours des élans quand même bien cocasses, cette petite voix intérieure. Victoria écrit, réalise, voyage, anime un podcast. Elle interroge ce qu'on n'apprend pas à l'école, explore la liberté et la sobriété heureuse et cherche à travers ses voyages et ses projets une façon plus juste d'habiter le monde. Dans cet épisode, on va plonger dans son univers intérieur pour comprendre comment il façonne sa vie et ses décisions et écouter comment elle transforme ses émotions, ses doutes et ses désirs en actions concrètes dans le monde. Bonjour Victoria et bienvenue. Bonjour Anne, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je suis ravie de ce moment. Alors tu es prête ? On y va directement ? C'est parti. Si ton esprit, ta vie intérieure était un paysage, qu'est-ce qu'on y verrait ? Ouah. Non, quelle question. J'y verrai l'océan, forcément. L'océan, le bleu. Et des montagnes à l'horizon aussi, sur la gauche. J'y mettrai aussi deux éléments qui sont ceux du soleil et de la lune. Donc je verrai le soleil qui se couche derrière les montagnes, la lune qui se lève sur la gauche. Au final, ça ressemblerait sensiblement à ce qu'on peut voir à la côte des Basques. Voilà. Et donc des grandes vagues alors ? Pas forcément grande, mais en tout cas, presque même plus un océan calme et apaisé, translucide. C'est encore plus doux. En termes de petite voix, est-ce que tu as une petite voix bavarde qui est souvent là ou est-ce qu'il y a pas mal de silence ou d'autres choses ? Oh, elle est toujours là. Elle est très très bavarde cette petite voix. Elle me lâche rarement la grappe. J'apprends à l'apprivoiser, notamment avec la méditation depuis quelques années. J'apprends à l'écouter et pas à la taire, mais à la laisser se faire moins bruyante. Parce que pendant des années, cette voix qui était incessante, elle pouvait m'empêcher, elle pouvait m'imiter, elle pouvait me faire douter, me remettre en question, me faire perdre confiance. Et aujourd'hui, je l'écoute, je l'observe et, et j'apprends à déceler ce qu'elle a à me dire. Voilà, donc je prends le, le, le bon qui a attiré de ses envies farfelues parce qu'elle a toujours des élans quand même bien cocasses, cette petite voix intérieure. Et elle se trompe rarement, en tout cas. Elle me rattache à une forme d'intuition qui se perd, je trouve, aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc, j'apprends voilà, à la regarder avec du recul, à l'écouter, à prendre ce qu'il y a à prendre et à laisser ce qu'il y a à laisser. Mais donc tu lui fais assez bien confiance si j'entends bien. Oui, je lui fais confiance. Je lui fais confiance, mais je me laisse de plus en plus aussi de la place pour le discernement et le recul. Là où avant, j'avais plutôt tendance à agir dans l'impulsion. J'avais l'idée, bam, ça y est, c'était le lendemain, j'y étais. Aujourd'hui, je prends plus le temps du recul. Donc, quand j'ai une idée, cette petite voix qui est bavarde pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et que ça revient, souvent, c'est que c'est juste. Et alors là, après, je lui laisse de la place et je vais creuser. Ça amène souvent à un projet, à une idée, à une manière d'habiter le monde qui est différente. Donc, ouais, je l'écoute et parfois, je la laisse silencieuse. Ça dépend des moments. Et c'est quoi les 3 émotions dominantes dans ta vie pour l'instant ? Oh! Waouh! Émotion. OK, des émotions. Alors, il y a la joie. Honnêtement, en ce moment, elle est assez omniprésente. C'est agréable.
la joie, il y a, en fait, ça serait difficile de t'en donner 3 que des émotions parce qu'elles pourraient être contraires. Mhm. Des adjectifs, je pourrais t'en donner d'autres, mais tu vois, je pourrais pas te dire colère ni peur, qui sont aussi des émotions parce qu'elles m'habitent pas en ce moment. Et t'aurais envie de dire quoi alors? J'aurais envie de dire émerveillement. Vraiment, en ce moment, l'émerveillement, ça se propage partout, dans tous les coins de rue, quoi. C'est assez beau. Il y a, je dirais apaisement, émerveillement et joie. Et j'en ajoute un, liberté. Je crois qu'aujourd'hui, c'est Mhm. un Mhm. adjectif qui décrit assez bien ma vie. Et c'est un long chemin. Je crois qu'on n'y arrive jamais tout à fait à la liberté. Et j'ai le sentiment de m'en rapprocher de plus en plus. Mais tout est interrelié, tu vois. Au plus tu t'émerveilles, au plus tu cultives la joie, au plus tu te sens libre, au plus tu te sens apaisé. Et c'est quatre mots, quatre adjectifs qui sont interreliés, je trouve. Mm. Et très Et présent chez c'est toi pour agréable. l'instant. Oui. Oui, après, c'est comme tout, il y a des vagues, comme l'océan, il y a des fois c'est plus agité, j'y vois moins clair, je vois pas les fonds marins et tout est très perturbé, et c'est difficile d'y voir clair et d'être apaisé, comme tout le monde. Mais c'est d'autant plus important de relever, de souligner les moments où c'est fluide et où c'est beau et où on se sent un petit peu emporté par cet élan de légèreté. Et en ce moment, je le ressens. Donc, je suis heureuse de pouvoir le dire. Mhm. Et est-ce que tu laisses beaucoup de place au ressenti dans ta vie quotidienne? Oh oui. Oh oui, oui. Parfois trop. Enfin, alors, en fait, je leur donne de plus en plus de place là où pendant longtemps je les inhibais parce que je ressens tellement tout très fort que ça pouvait être difficile en fait à supporter toute cette sensibilité des odeurs, des bruits, des sons où tout est décuplé et où bien longtemps j'ai cru que j'étais différente et bizarre parce que pour moi, un simple rayon de soleil, ça m'émerveille et je peux sauter de joie et crier dans la rue. Et on me regarde de travers, en fait. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries aussi fort? Et je dis, ah bah, il y a un oiseau qui vient de passer. Bah d'accord, Victoria, mais en fait, c'est juste un oiseau. Et donc, pendant longtemps, j'ai essayé presque de la cacher, cette sensibilité, parce que j'avais le sentiment elle était en trop. Qu'elle était en trop et puis qu'elle pouvait me porter préjudice en fait parce qu'on nous apprend des tout petits à plus être discret, à pas trop s'exprimer, à cacher nos émotions, à cacher nos ressentis, à pas faire trop de vagues et des sentiments, des émotions, des ressentis, ça peut prendre beaucoup de place dans une vie et donc je pense que jusqu'à ça serait te mentir de te dire jusqu'à mes 18 ans, mais globalement jusqu'à l'adolescence, j'ai je me suis pas autorisée à pleinement embrasser ces ressentis. Et c'est en grandissant que j'ai compris qu'en fait, la sensibilité qu'on pouvait tous plus ou moins avoir, c'était notre plus grande force. C'était elle qui nous permettait de nous connecter à l'émerveillement, à la joie, à nous lancer dans des projets plus grands que nous, à ressentir ce qui est profondément l'intuition, ce qui est juste, ce qui nous rattache à notre colonne vertébrale finalement, qui est singulière à chacun. Mhm. Donc aujourd'hui, j'apprends à accepter cette sensibilité, j'apprends à accueillir autant les moments de joie que les moments de tristesse, là où avant j'avais un petit peu cette auto-flagellation et cet auto-sabotage où quand je pouvais être un peu plus triste, un peu plus fatiguée, un peu plus mélancolique, très vite j'essayais de m'agiter, de m'occuper, de repousser cet état-là qui est pas toujours agréable. Et aujourd'hui, je l'embrasse en fait. C'est dans ces moments-là aussi que je cultive ma créativité, que je fais un petit peu le point sur ma vie, que je prends du recul sur les choses et que j'arrive d'autant mieux après à accepter des moments de joie et d'émerveillement. Donc aujourd'hui, cette sensibilité, je l'accueille sous toutes ses formes et c'est très appréciable. Bah justement, j'avais une question en parlant de moments plus intenses. Est-ce qu'il t'arrive d'être submergé, que ce soit par la peur, le doute, la colère? Et si oui, tu fais comment dans ces cas-là? Est-ce que Mm. tu peux rester bloqué ou est-ce que tu as une petite procédure pour t'en Le petit dépêtrer? mode d'emploi. Exactement. Oui, évidemment, je suis humaine et ça m'arrive hein, régulièrement de me sentir dépassée, submergée par tout un tas de choses, de pensées, de trucs à faire, de remise en question, évidemment, évidemment. Et ce qui m'aide, c'est la méditation. Je pense que c'est vraiment un outil qui nous permet de prendre du recul et de la distance par rapport à ce qu'on peut vivre et ressentir. Et, et ça permet peut-être moins d'y réagir à chaud, mais de les observer de manière beaucoup plus
apaisé finalement, avec un certain détachement. Alors c'est pas de l'indifférence, mais c'est un détachement qui nous permet d'être moins à fleur de peau quand il nous arrive quelque chose, un petit pépin ou autre, Mmh. et se rappeler que tout passe en fait. Et cette notion d'impermanence, c'est ce qui me permet aujourd'hui de mieux accueillir ces périodes où je peux me sentir un peu coulée sous l'eau. Parce que de se rappeler que tout passe, autant les moments de joie que les moments difficiles, ça nous ramène à une forme d'humilité et de confiance globale en soi, en la vie, qui fait que tout est beaucoup plus simple et fluide finalement. Mmh. Donc, si j'ai ouais, un petit kit pour ces moments de chaos, hein, disons-le, c'est la méditation. C'est ce qui me permet de garder le cap dans les eaux troubles. Est-ce que tu as une forme de routine pour ta vie intérieure? Comment on en aurait une pour sa condition physique, pour garder une Mmh, certaine forme d'équilibre? Tu parlais de méditation, je ne ouais. sais pas si tu te le prévois au quotidien ou si c'est plutôt dans les moments de chaos. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier autour de ta vie intérieure, de la santé Mmh. mentale que tu mets en place au quotidien? Oui, et t'as raison, je pense que c'est comme le sport, en fait. C'est une hygiène de vie qui se cultive comme un muscle qui se travaille. Et moi, je me lève toujours très tôt. Les matins, c'est mes cadeaux. Je suis matinale et pour le coup, je suis pas du soir, du coup. Mais j'aime me lever très tôt. Et la première chose que je fais, c'est d'aller faire des salutations au soleil sur mon tapis de yoga. Quand je suis en déplacement et que je suis pas chez moi, je le fais par terre ou sur un tapis. Je trimballe pas toujours mon tapis de yoga jaune avec moi. Mais en tout cas, il y a toujours ces moments de salutation au soleil, et même si le soleil est couché. Et puis après, s'ensuit 20 minutes de méditation. Donc je m'assois et je ferme les yeux, je médite pendant 20 minutes. Et après ça, je me fais couler, je fais bouillir de l'eau chaude et je me fais une petite tisane et puis je commence à écrire. Donc j'écris 1 heure et demie, c'est mon moment d'écriture du matin, quel que soit le projet en cours. Là, par exemple, ce matin, donc j'ai rendu mon manuscrit, mon troisième livre vendredi dernier. Mhm. Donc jusqu'à présent, là, ces derniers mois, c'était un temps qui était dédié à l'écriture de ce livre. Et là, je peux ouvrir sur d'autres projets. Donc ce matin, j'ai dédié ce temps d'écriture à la rédaction de la préface d'un livre. Lucille, une certaine Lucille, qui m'a contactée pour écrire la préface de son livre. Donc ce matin, je Mhm. me suis collée. Ah oui. C'est très agréable. Et puis après, autour de 8 heures, je prends mon petit déjeuner. C'est hyper important pour moi de manger le matin parce que c'est l'énergie qui va me tenir pour la journée. Donc voilà, et puis après, j'enchaîne ma journée. Souvent le matin, je suis très concentrée sur ce qu'on appelle le deep work, c'est-à-dire que je me fais vraiment des plages horaires très concentrées de travail où je mets mon téléphone en mode avion et je suis pas distraite par autre chose. Et c'est vraiment 3-4 heures de travail très intense, très conscient. Je dirais pas intense, mais conscient. Et donc ça me permet d'aller droit au but et d'être efficace. Et souvent, en fin de matinée, vers 12h30, 13h, je pars faire mon sport. Et puis l'après-midi, c'est plus doux. J'ai beaucoup de temps de lecture, de temps en extérieur, dans l'océan quand je suis ici, où voilà, c'est plus léger. Donc voilà pour Oui, et donc mes petites le routines, mais ici, pour les auditeurs, le ici, c'est Biarritz. ouais, de la côte basque, Voilà, comme oui, ça on peut j'ai visualiser de quelle côte tu parles. tout à fait. Et le soir, pour continuer sur les routines, donc voilà, j'ai au moins jusqu'à 8 heures où j'ai cette routine matinale de méditation et d'écriture qui me suit partout. Donc même quand je suis pas à Biarritz, où que je sois, j'ai ce temps à moi entre 6 heures et 8 heures. Et puis après, le soir, j'ai toujours aussi un temps où en fait je coupe mon téléphone et je dors jamais avec mon téléphone dans ma chambre. Je le faisais avant, je le fais plus, et j'ai un moment où j'écris ma journée dans mon carnet. Donc j'ai un petit carnet de journaling et tous les soirs, je prends 5-10 minutes pour repasser en revue toute ma journée dans cet état il est plus insignifiant, et ça me permet de cultiver la gratitude et de noter des choses qui auraient pu m'échapper sinon. Donc voilà, je termine ma journée comme ça, puis après je prends un livre, un bon roman ou autre, et je m'endors sur mon livre. Eh bien, pour transitionner doucement vers le lien entre ta vie intérieure et tes actions dans le monde, j'avais envie de te demander, quand tu voyages en train, à vélo, sur les mers, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Le calme, la clarté, une certaine forme d'abandon? Tout, je crois que tout va ensemble, mais à commencer par
la dernière chose que tu viens de citer, qui est très juste, c'est en fait une forme d'abandon. D'abandon de soi, d'abandon de ses routines, d'abandon de ses préjugés, d'abandon de son confort. Parce que c'est précisément dans ces moments-là qu'on va cultiver en soi et dans le monde des parts insoupçonnées de qui on peut être et des pensées qui émergent qu'on n'a encore jamais pu ressentir parce qu'on est complètement en dehors de ce qu'on connaît. Et donc, moi, c'est ça que je vais chercher quand je voyage, quand je pars dans diverses aventures, c'est cette sortie de moi, en fait. C'est Mm. cette sortie de ce que je connais, de ce qui serait trop facile, de ce qui... Et oui, j'ai aussi besoin de ces périodes où je suis dans ma zone de confort, où je sais ce qui va se passer, où voilà, qui repose un petit peu mon système nerveux. Mais j'ai tout autant besoin de ces périodes plus de déstabilisation, en fait. Je crois que c'est ça. Je cherche à être déstabilisée quand je pars comme ça pour des aventures vertigineuses plus grands que moi. Et c'est ce qui permet finalement de me faire voyager vers la liberté. Encore une fois, on en revient à ce sujet qui est celui de la liberté, mais c'est apprendre à s'apprivoiser soi, apprendre à apprivoiser les autres, l'impermanence, l'imprévisible, le monde dans toutes ses formes. Et ça nous permet de nous détacher de bien des fardeaux qu'on a tous sur nos épaules. Et je crois que le voyage et l'aventure de manière générale permet ça et nous rend plus libres. Moi, Mhm. c'est ma grande quête, la liberté. La quête d'une vie. Et donc, dans les actions publiques que tu as déjà menées, on peut citer 2 livres, Ce qu'on n'apprend pas à l'école, sorti en 2021, et Tu penses quoi de la vie, mamie, en 2024. Il y a aussi ton podcast, Nouvel Oeil, avec, étalé sur 5 saisons, plus d'1 million d'écoutes déjà cumulées, et dernièrement, la réalisation de ton documentaire, qui s'intitule Shimla. Donc, il raconte ton voyage vers l'Inde, et Shimla en particulier, sans avion, donc à travers 19 pays, et caméra à la main. Au départ pour documenter les enjeux de l'eau dans le monde, et puis au fil du voyage qui s'est transformé en une ode à l'émerveillement, une invitation à retrouver notre lien au vivant. Alors, je trouve que dans tout ce qu'on voit de tes actions et de toi, on perçoit une grande envie, une grande créativité, une grande rigueur dans ta manière de vivre et de créer, et en même temps une grande envie de paix, de clarté, de sobriété. Comment est-ce que ces 2 élans cohabitent en toi? Est-ce qu'ils se complètent toujours ou il y a quand même beaucoup de zones de frottement? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui fait taire parfois l'autre? Et c'est magnifique ce que tu viens de dire, de décrire les mots que tu as posés, ça me touche beaucoup. Et merci pour ça. Avec grand plaisir. Merci pour ça. Et puis tu soulèves un vrai sujet parce que évidemment que, comme pour beaucoup, je suis remplie de paradoxes et ça rejoint cette boulimie de vie où j'aime tellement la vie, l'existence, j'ai tellement pris la mesure de la préciosité, la chance qu'on pouvait avoir d'être en vie. J'ai cet incroyable luxe de pouvoir être en bonne santé, de ne pas être malade et donc de ce luxe-là, j'en tire presque une responsabilité à savourer chaque seconde de cette vie et c'est ce qui me pousse à faire beaucoup, à beaucoup faire, à être énormément dans l'action, quand bien même je sais que c'est pas toujours dans le faire qu'on peut le plus s'extasier et apprendre à savourer la vie. Donc j'apprivoise de plus en plus l'être, le vide, les plages où rien n'est prévu. C'est très confrontant pour moi parce que c'est pas dans mon naturel. J'ai quand même une personnalité assez hyperactive et impulsive encore une fois et donc ça se travaille en fait ce temps long. Ça se cultive et quand on commence à y goûter et quand on commence à en ressentir les bienfaits, ça devient presque une drogue. Et il y a un mot que j'ai récemment découvert qui est celui de l'osium. C'est un concept qui est né depuis des années et des années et qui est plus récemment démocratisé par Jean-Miguel Pire. On a dédié un podcast entier sur le sujet qui va sortir en janvier prochain sur Nouvel Oeil. Et en fait, l'osium, c'est justement ce temps qui est consacré au vide, à l'inaction et à des plages de contemplation qui sont dénuées d'action. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'a tellement plus l'habitude de ça, on en culpabiliserait presque de laisser du temps pour l'ennui. On se dit qu'on perd de l'avance sur des choses, que c'est pas rentable, que c'est pas productif, qu'on n'existera pas, qu'on sera pas quelqu'un. Mais au final, laisser la place pour l'ennui, c'est si confrontant parce qu'on a peur de plus exister, de plus être quelqu'un, et c'est que des peurs qui sont rattachées derrière ça. Et j'ai récemment pris conscience qu'en fait, cette soif de vie que j'avais, évidemment qu'elle est intrinsèque à qui je suis, mais que ça pouvait aussi parfois être une manière de fuir la réalité, de fuir
de me fuir moi-même, en fait, de vraiment tourner la tête à ce qui pourrait être essentiel parce que j'ai trop peur de me confronter au silence et au rien. Et encore une fois, j'en reviens à la méditation, mais c'est ça qui m'a permis de donner de l'amplitude à ces moments de vide et de donner surtout leur importance parce que je vois bien que depuis que je désemplis aussi un peu ma vie et que je fais moins, mais que je fais mieux et que j'apprends à être plus présente dans tout ce que je fais, plus consciente, en fait, ça donne d'autant plus de profondeur à tout ce que je fais et de raison aussi, de pourquoi je fais les choses. Donc, donc il y a encore des jours où voilà, parfois je me dis: «Mais pourquoi t'as autant fait de choses dans cette journée? Tu t'es pas posé une seule minute?» Et où c'est OK, en fait, j'apprends, tu vois? Je me dis: «Bah oui, il a fait super beau aujourd'hui, j'ai eu envie d'être dehors tout le temps, j'ai été et dans les montagnes et dans l'océan et j'ai fait ci et je suis levée depuis tout à l'heure» et c'est OK et il y a des jours où c'est beaucoup plus doux et c'est une danse, mais en tout cas, j'apprends à être beaucoup plus consciente de mes paradoxes, là où avant j'avais tendance à un peu fermer les yeux sur certaines facettes de ma personnalité, quoi. Oui. Oui, et je trouve ça intéressant que tu reprennes ce mot l'osium, c'est un mot latin au final, et ça dit quand même quelque chose de notre culture, qu'en fait, en vrai, quand on y réfléchit, il n'existe pas de mot français, enfin en tout cas j'en ai pas un qui me vient là, parce que soit on dit je me repose, soit on utilise un mot vraiment pas beau qui dit je glande, et qui a vraiment une connotation très négative. On n'a pas vraiment un mot positif pour dire juste je suis en fait. Enfin, Mmh. soit Absolument, je ouais. me repose et donc c'est le contraire de l'action et donc ça veut dire quelque part c'est mal. Enfin ouais, Oui. notre vocabulaire est très clair sur le sujet en fait. Mais tu as raison, en fait, tout est connoté d'une touche un petit peu négative à chaque fois. L'errance, pareil, l'errance, mais qu'est-ce que Mhm. tu fais? Ou la paresse. La Oui. paresse, tu vois, c'est un mot qui aujourd'hui, mais t'es paresseux, on n'a pas envie qu'on nous décrive comme tel. Et il y a Adrien Klein qui a écrit un roman qui s'appelle Paresse pour tous, qui démocratise encore une fois. Bah, en fait, il parle aussi de l'osium, hein, quelque part tout est relié. Mais, euh, mais qui du coup donne une autre signification à ce mot, la paresse, et une signification beaucoup plus enviable, joyeuse, et c'est presque aujourd'hui, moi je trouve, hein, en tout cas, les personnes qui s'autorisent la paresse et l'ennui, moi c'est les personnes qui m'inspirent le plus. C'est des personnes en fait, qui sont détachées globalement du regard des autres et qui sont assez indifférents sur ce qu'on va penser de leur ennui et juste qui savourent la vie en fait, qui Ouais. apprennent à savourer l'essentiel, la simplicité, les choses à portée de main. Et je trouve une grande admiration pour ces gens Mhm. qui arrivent à toucher ça. Ouais. Finalement, c'est peut-être le plus grand luxe, quoi. Ouais. Et si tu pouvais enseigner à l'école ce qu'on n'apprend pas à l'école, justement, pour faire référence à ton livre, ce serait quoi le premier cours que tu donnerais? Ouf, je pense que ça serait un cours sur la connaissance de soi, déjà, parce que, en fait, dès tout petit, on nous apprend à être en compétition, à être meilleur que son voisin et à aller vite, mais sans même nous demander qui on est nous, déjà, dans notre singularité propre. Et alors que c'est ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est ce qui fait qu'on peut impacter le monde, c'est ce qui fait qu'on peut faire société de manière harmonieuse. C'est quand chacun ose exprimer qui il est profondément. Et si on a tant de mal aujourd'hui à s'orienter sorti du bac, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est, donc on est incapable de savoir ce qu'on veut faire. Et donc c'est ça qui mène à des choix par défaut, où on s'engage dans des voies qui sont pas les nôtres, et puis qu'on finit par faire des burn-out, des craquages à 50 ans, qu'on se retourne et qu'on voit toutes les années passer et qu'on se dit mince, en fait mes rêves d'enfant ils sont passés où? Et moi qui je suis pas fondamentalement heureux, je sais pas ce que je peux apporter au monde, et donc on en vient à des quêtes de sens, des crises existentielles qui aujourd'hui sont quand même assez prédominantes dans nos sociétés. Et pour moi tout commence par la connaissance de soi, donc au plus jeune on nous apprend à ouvrir cette porte-là, au plus vite, si on, si on en revient toujours à quelque chose de productif au plus vite, on arrivera à gagner du temps, en fait, sur notre chemin de vie, sur notre alignement personnel. Et au plus, la société, encore une fois, sera harmonieuse. Ça, j'en suis convaincue. Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui impacte le monde, en fait. Ça paraît très simple dit comme ça, mais c'est pourtant la base. Et si on veut faire le lien avec l'écologie, pour moi, tout commence par là, en fait. C'est que avant même de penser à trier ses déchets, avant même de penser à faire quelque action collective qui évidemment a son impact et son importance, bah, il y a un travail intérieur personnel qui est nécessaire. C'est un travail de l'ombre, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande beaucoup d'endurance, qui est invisible,
et donc bien souvent laissé de côté, mais c'est celui de la vie intérieure, quoi. C'est de se Ça rejoint encore une fois la méditation, mais c'est de se poser des questions existentielles de qui je suis, pourquoi je suis là, quelles sont mes facilités, en fait, quel va être mon pourquoi je suis ici et qui va me permettre d'impacter la société parce que je vais être douée dans ce que je fais. Et on a tous notre manière singulière d'impacter le monde. Pour certains, ça va être de peindre, pour d'autres, ça va être de monter des entreprises, quelles qu'elles soient. Pour d'autres, ça va être de cuisiner, de partager leur amour à travers leur cuisine. Pour d'autres, ça va être d'écrire. Pour d'autres, il y a plein, plein, plein de manières différentes de contribuer à la société et au monde. Et pour ça, bah, ça nécessite de connecter avec cette âme d'enfant qui est en nous depuis tout petit. Donc, si déjà dès l'école, on pouvait nous apprendre à préserver cette, cette âme d'enfant, je pense qu'on gagnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, préserver ou s'y connecter, parce que parfois simplement on on voit pas comment faire. Oui, Mais souvent, les enfants, ils savent. Les enfants, ils sont connectés à cet oui. élan de joie, cet élan de spontanéité, cet élan. Il y a beaucoup moins, en fait, d'appréhension, de couches de la société qui ont été posées. On a comme, enfin, on est vierge de tout, quoi. Mhm, mhm. Et cet état d'émerveillement qui habite les enfants, c'est quelque chose de super inspirant. Et je suis assez convaincue que les enfants, au fond d'eux, ils savent dès le plus jeune âge ce vers quoi ils veulent tendre, quelles sont leurs envies profondes. Ils le savent. Et on s'en éloigne très très vite. Mais tous, on sait quand on est petit. Et c'est probablement une des sources de leur grande énergie. Ah mais oui, ben je crois, hein. Enfin, bon, il y a Oui, certainement des études qui ont été menées, scientifiques, qui pourront témoigner mieux que nous, mais oui, oui, je pense que c'est précisément parce qu'ils sont dénués de beaucoup de peur ils sont pas empêchés par le regard des autres, en fait. Ils s'en fichent de ce qu'on va penser d'eux, ils font. Ils sont habités par cet élan de vie et ils font spontanément. Et je crois que c'est ça qui les rend si énergétiques, si vivants et si inspirants au final. On a oui. beaucoup à apprendre des enfants. Et si on regarde un peu dans l'autre sens cette fois, en termes d'impact de tes actions sur toi-même, qu'est-ce que la réalisation de ton documentaire Shimla a changé ou confirmé en toi? Oh waouh! En fait, c'est une séance de psy cet épisode. C'est cadeau. Je vais pouvoir annuler ma séance de psy de vendredi. Et bah déjà, voilà, depuis le retour de Chine, là, je vois une psy, chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai vraiment pris conscience qu'on avait tous des choses à travailler en nous-mêmes, quand bien même on croit qu'on va bien. On a tous des choses à aller creuser pour évoluer, pour être plus en harmonie avec qui on peut être. Et moi, ça m'a amené plus de douceur et de bienveillance envers moi-même. J'avais quand même tendance à être assez, et toujours hein, d'ailleurs, mais à être rigide. Dans la rigidité, dans la force, dans la, dans les extrêmes beaucoup. Et ça s'explique de plein de manières différentes, mais évidemment l'éducation, évidemment ce qui m'a forgé quand j'étais petite. J'ai fait beaucoup de danse classique de mes 4 ans à mes 18 ans, qui est une discipline quand même très 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 rigoureuse et traumatisante, je pense. Et, hum, et aujourd'hui, j'apprends voilà, à lâcher prise. C'est un mot qu'on entend partout, qui veut tout rien dire, lâcher prise. Mais, euh, mais pour moi, c'est apprendre à, à être bienveillant envers soi-même. Et encore une fois, ça ramène à la gratitude de se dire qu'est-ce qui a déjà été fait et pourquoi j'irai chercher plus en fait. Mais ce qui est là, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Euh, et, et donc, j'apprends plus à me féliciter, à m'apporter l'amour propre que j'aurais pu avant chercher chez les autres, dans des relations ou autres. Et aujourd'hui, j'apprends vraiment à l'intérieur de moi, à trouver cette sécurité intérieure qu'on passe nos vies à chercher à l'extérieur. Et ça amène, bah encore, on y revient, hein, mais à beaucoup plus de liberté. Et ça, Shimla me l'a vraiment, vraiment apporté parce que j'ai pris conscience aussi qu'il y avait une part d'universalité à tout ce qu'on vit. Tu le disais, on a traversé plus de 19 pays en 6 mois. Et de tous ces pays traversés, en fait, donc j'ai voyagé avec Johan Reboul. Et en fait, tous les deux, on a pris conscience que l'amour était universel et qu'on était accueillis chez nous partout et qu'on avait la possibilité partout de reconstruire une vie, d'être bien, de faire partie de l'humanité. Et ça fait qu'on a moins peur, en fait. On a moins peur que demain tout s'écroule en France, que demain
on n'existe plus de telle ou telle manière, on sait qu'on aura la possibilité de se réinventer quoi qu'il en soit, Mhm. et que des portes nous seront ouvertes, que l'humanité sera là. Et Mhm. ça redonne beaucoup, beaucoup d'espoir, de confiance en l'avenir. Et, et donc, ouais, j'en suis revenue avec un sentiment d'appartenance à un grand tout qui me rend beaucoup plus libre. Ah oui. Dans le TEDx que tu as animé il y a 3 ans, tu disais aller loin dans la vie, ça veut dire quoi en fait? Alors j'ai envie de te demander aujourd'hui, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Oh, ça fait 3 ans déjà, c'était qui? Waouh, aller loin dans la vie, ça veut dire ouah, euh, tu vois, je pense qu'il y a encore 5 ans, je t'aurais répondu qu'aller loin dans la vie, c'est avoir une page Wikipédia, c'est lancer 10 films, écrire 30 livres, être reconnu de telle ou telle manière, de passer sur tous les plateaux télé, d'être reconnu dans la rue. Et là, waouh, elle va loin. Voilà. Et aujourd'hui, plus du tout. Je crois que c'est aller loin, c'est aller loin soi-même en fait. C'est pas aller loin dans les accomplissements, c'est aller loin soi-même, c'est se connaître, c'est avoir une, une connaissance fine et précise de qui on est profondément. Et ça, c'est le travail d'une vie. Je crois qu'il y a peu de gens qui y arrivent vraiment, si ce n'est les grands sages. Mhm. Et moi, aujourd'hui, c'est ces gens-là qui m'inspirent profondément. Oui. C'est des personnes, que ce soit des personnalités publiques ou pas, et souvent ça ne l'est pas, qui ont, qui incarnent une forme de paix intérieure et d'harmonie et de cohérence entre qui ils sont, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Et pour moi, c'est la plus grande des réussites aujourd'hui, les gens qui arrivent à faire ça et à toucher à ça. Mhm. Ça c'est vrai, Pour ça moi, fait c'est ça, rêver. aller loin dans la Oui, vie. oui, Ouais, oui. complètement. Et dans le fond, on aspire tous à ça. Oui, tout à On a fait. tous, toutes nos actions, quelles qu'elles soient, tous nos choix, tendent vers plus de liberté, plus d'harmonie avec soi-même pour être en paix. On tend tous à la paix, en fait. Mhm. Et, et on passe nos vies à essayer de la chercher à l'extérieur alors qu'elle est en nous. Et Mhm. donc ouais, pour moi, c'est aller loin, c'est aller en soi, quoi. Oui. Ça commence là. Pour terminer, je voudrais te demander, c'est quoi ta lecture du hasard? Est-ce qu'il y a des choses prévues, voulues par quelqu'un ou quelque chose dans l'univers, des synchronicités? Hmm. Bah écoute, ouais, je crois qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Je crois beaucoup aux synchronicités. C'est assez fou quand on apprend à regarder un petit peu ces signes que la vie nous envoie. Tout prend sens et bien souvent la vie nous parle. On ferme les yeux sur ce qu'elle cherche à nous dire parce que ce qu'elle veut nous montrer, c'est souvent ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas entendre et donc on tourne le dos aux évidences. Mais, mais quand vraiment on commence à regarder un petit peu ce que la vie nous chuchote et qu'on apprend encore une fois à s'abandonner à elle. Tu parlais du fait de s'abandonner à l'aventure. L'aventure, c'est la vie de tous les jours en fait. Et quand on sort de cet hyper contrôle, de vouloir voilà, ligoter un petit peu tout ce qui va se passer demain, après-demain, dans 2 ans, dans 5 ans, et qu'on ose vraiment s'abandonner à ce que la vie, elle, a prévu pour nous, bah, on connecte à une forme de magie qui est vraiment impressionnante. Et dit comme ça, évidemment que ça peut paraître perché ou ben non, c'est que pour les autres. Mais quand vraiment on y touche, et ben, on se rend compte qu'il y a quelque chose quand même de plus grand qui nous porte, qui nous dépasse et qui fait que tout est déjà parfait, tout est déjà écrit et on a toujours cette bonne rencontre au bon moment qui arrive précisément au jour où on s'est dit qu'il fallait laisser de la place. Moi, les plus belles rencontres de ma vie sont arrivées dans des moments où justement je laissais de la place pour le vide, où j'avais pas prévu de remplir des plages horaires et bam, je vais prendre cette rue-là que je n'avais pas prévu de prendre et je croise la route d'un tel qui m'amène à me parler de tel sujet enfin, c'est juste lunaire et plus on Mhm, avance mhm. vers ces synchronicités-là, plus il y en a. C'est vraiment, pour moi, ça fonctionne comme un aimant en fait. On attire à soi ce qu'on dégage et plus on se c'est un, ouais, un cercle vertueux où plus on s'autorise ça, plus ça arrive et plus c'est beau et plus on se dit que c'est beau et donc plus ça arrive et c'est l'abondance quoi. Donc ça rejoint la loi de l'attraction et toutes ces lois-là, mais c'est beau. Donc je crois peu au hasard. Je crois aux chances qu'on se provoque, mais aussi aux chances qui nous sont destinées. Mhm. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cette belle discussion. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais adresser à nos auditeurs en guise de conclusion? Ah, ben c'est la fameuse phrase que j'aime beaucoup, beaucoup répéter et répéter parce qu'on la répétera jamais assez. C'est la vie est belle.
Et, Mhm. et la vie est vraiment belle, en fait, quand bien même elle est cruelle, quand bien même elle est difficile, quand bien même il y a des jours où on n'a pas envie de sortir du lit, où tout s'écroule, où il y a des guerres qui se déclenchent partout dans le monde, où voilà, aujourd'hui on allume la télé et on voit bien que le monde va mal. Mais la vie, elle reste belle. Et je crois qu'il y a vraiment une posture face à laquelle il s'agit de se tenir aujourd'hui pour appréhender l'avenir, qui est celle, encore une fois, de l'émerveillement, en fait. Il faut tenir la joie plus que tout. C'est notre plus grande force aujourd'hui. Et si on perd ça, on perd tout. Donc voilà, se rappeler souvent que la vie est belle et tendre vers l'émerveillement et la joie, c'est peut-être Mhm. les mots avec lesquels j'ai envie de vous laisser aujourd'hui. Eh ben, merci Victoria pour ce voyage dans ton monde intérieur. J'espère que nos auditeurs auront, à travers tes mots, un peu de cette confiance et de cette audace que tu incarnes si naturellement. Et d'ailleurs, si ils veulent te suivre ou en savoir plus à ton sujet, on peut les inviter à aller sur le site nouveloeil-podcast.com. Il y a aussi un site internet dédié à ton documentaire, donc chimla.fr, le documentaire que tu as, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, co-réalisé avec Johan Reboul. Est-ce qu'il y a un média ou un lien en particulier que tu voudrais ajouter ? Bah écoute, depuis récemment, j'écris une newsletter sur Substack qui Oui. s'appelle 1, 2, 3 Soleil. C'est une volonté finalement de me détacher aussi des réseaux sociaux où tout est très instantané, où les contenus, on peut peu aller dans en profondeur parce que c'est l'heure du zap et donc il faut faire des contenus rapides où on effleure un peu toutes les questions sans en creuser aucune. Et de par mon amour pour les mots et l'écriture, j'avais envie d'un format un peu plus complet. Donc j'ai lancé ma newsletter sur Substack, 1, 2, 3 Soleil, mais on peut me retrouver avec mon nom Victoria Guillaumont. Et donc j'y écris sur des sujets personnels, des sujets qui font nos vies, 1 à 2 fois par mois. Donc voilà, on peut aussi me retrouver sur ce créneau-là, sur lequel je dédie de plus en plus de temps, quoi. J'ai à cœur de développer ce créneau. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un temps plus long pour l'écriture. Complètement. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast, comme ça tout le monde pourra aller vers ce qui l'appelle. Et bien encore merci beaucoup, Anne. tout grand merci à toi et à bientôt. À très vite, merci Anne. Au revoir. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.